Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. Des personnalités civiles et militaires récompensées pour leur parcours, une vie au service de la République. Anciens directeurs généraux ou officiers de l'armée à la retraite, ils sont décorés dans les ordres nationaux par le grand chancelier au nom du chef de l'État. Nos importations sont estimées à plus de 4 000 milliards de francs CFA. Pour les réduire, le Sénégal opte pour l'import-substitution, une stratégie qui permettra de produire localement les biens les plus consommés. 100 produits sont déjà identifiés. L'import-substitution, c'est le sujet du grand format économie de ce jeudi. En partance pour la Coupe du monde de football Brésil 2022, les Lions malentendants ont reçu le drapeau. Tout un symbole pour nos représentants et plus de 100 millions de francs CFA ont été dégagés pour leur assurer une bonne participation à ce mondial. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a reçu dans la soirée d'hier la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Au menu des discussions, les questions politiques régionales, l'éducation, la gestion économique post-Covid, la crise ukrainienne, mais aussi la collaboration inter-État. Sur toutes ces questions, Louise Mushikiwabo a recueilli les avis du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Voici la secrétaire générale de l'OIF à sa sortie d'audience. J'ai fait ce déplacement de Dakar pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais m'entretenir avec le chef de l'État des questions politiques régionales. Nous avons, comme vous le savez, pour l'instant, des États membres de cette région de l'Afrique de l'Ouest qui sont en difficulté politique et sécuritaire. Donc j'ai voulu échanger, partager des analyses, aussi discuter des solutions possibles pour nos États membres en difficulté. Le président Macky Sall est aussi aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine, une institution qui a des liens assez privilégiés avec l'OIF. Nous sommes liés par un accord de coopération. La francophonie compte un grand espace africain, 32 pays membres, dont 29 pays membres votants à part entière qui prennent les grandes décisions de l'organisation. Donc j'ai voulu vraiment avoir l'occasion d'écouter le chef de l'État, d'échanger avec lui et de trouver aussi des pistes de collaboration entre différents partenaires pour pouvoir surtout être utile aux populations francophones. J'ai voulu voler un peu de sagesse du chef de l'État sénégalais là-dessus. Et je dis que c'est à plusieurs titres parce que le Sénégal est un pays qui contribue énormément à la réflexion sur la francophonie de l'avenir, la francophonie d'après 50 ans. Ceci dit, il y a aussi des sujets internationaux. Il y a la crise ukrainienne qui affecte nos pays membres de la francophonie, qui affecte le monde entier. L'Ukraine est un pays observateur de l'organisation. J'ai voulu aussi échanger un peu avec lui sur les prévisions par rapport au continent. Encore une fois, le continent africain étant le bloc le plus important de notre organisation. Nous avons également échangé sur les questions liées à l'éducation. Nous avons également parlé de la gestion économique post-pandémie, des sujets de grande importance pour notre organisation sur lesquels je voulais avoir le point de vue du chef de l'État et voir comment renforcer la collaboration entre l'OIF en particulier et le Sénégal. C'était la secrétaire générale de l'OIF reçue hier par le chef de l'État. Une douzaine de personnalités civiles et militaires a été décorée dans les ordres nationaux. Ces distinctions viennent sanctionner une vie au service de la République. Les récipiendaires ont reçu leur décoration des mains du général Maïsagnan, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, au nom du chef de l'État. Des moments empreints d'émotion sur lesquels revient Abasso. Le colonel Mbaye Guèye ne trouve pas les mots justes pour exprimer toute sa fierté de recevoir l'insigne du Grand Croix des mains du général Maïsagnan, chancelier. Nous avons tenu ce matin
à honorer les dignitaires qui, par indisponibilité liée à leur état de santé, par mobilité réduite, n'ont pas pu être là. Cette décoration m'a permis d'être au sommet. Une émotion qui cache de beaux souvenirs, tout comme Mbaye Gueye, le capitaine Sarr, l'inspecteur principal de l'éducation physique, ceinture noire, 5e dan de karaté et de judo, une légende mondiale, ancien directeur de Comico, Mamadou Abibou Dieye, colonel à la retraite, Djibril Alfé Albert Sarr, colonel et ancien directeur de la transmission des armées, Insa Ndiaye, inspecteur des douanes à la retraite, l'un des fidèles assistants de Mam Abdul Aziz Sy Dabar, le professeur Ahmedou Moustapha Sow de la faculté de médecine, le général de brigade, ancien commandant des forces onusiennes au Tchad, tous se disent satisfaits de ce geste de reconnaissance du président Macky Sall. Nous sommes très honorés. Nous rendons grâce à Allah et à nos parents. Nous ne pouvons pas oublier tous nos frères d'armes rappelés à Dieu. Une satisfaction d'être honoré de son vivant, un couronnement de bons et loyaux services aux allures d'une mission accomplie. Mohamedou Sy, DG à la retraite de la Compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, ou alors Hubert Ndiaye, chiffreur qui a servi plusieurs hommes d'État. Plus de 30 ans de service, j'ai dirigé le chiffre du Sénégal et eu à servir, l'honneur de servir sous la direction des présidents Senghor, Mamadou Dia, Abdou Diouf, et avec leurs principaux collaborateurs, les différents secrétaires généraux, ministres d'État. Et j'en citais quelques-uns pour mémoire. Baba Karba, ministre d'État. Jean Collin. Daniel Kabou, qui est membre de votre ordre. Tout à fait. Il a été mon secrétaire général. J'apprécie à sa juste valeur votre engagement personnel pour concrétiser la volonté du chef de l'État. En vous déplaçant chez moi, parmi les miens, enfants et petits-enfants, pour me remettre cette décoration, soyez remerciés de cette disponibilité si élégante. Je pense à tous mes collaborateurs qui nous ont quittés. Je pense également à ma fille qui m'a quitté il y a quelques mois et qui aurait tant aimé être des nôtres aujourd'hui. En tout cas, je remercie tous mes enfants, mes parents, mes amis qui s'associent à cette cérémonie. Un sentiment de fierté. Que voulez-vous? Je suis très honorée et très fière d'avoir servi la République. Le Sénégal dispose d'une direction générale du chiffre chargée de la protection de tout ce qui est secret. Un secret qu'il partage certainement avec Reine Raymond Dia, chef secrétaire du président de la République, qui a reçu l'insigne coloré devant une famille aux anges. Les personnalités civiles et militaires décorées dans les ordres nationaux. La coopération entre le Royaume de Belgique et le Sénégal vient de franchir une nouvelle étape. Les deux pays viennent de signer 2 accords de financement. Le premier, d'un montant de 2,6 milliards de francs CFA, porte sur la promotion de l'accès équitable aux vaccins et médicaments de qualité. Le deuxième porte sur la thématique climat Sahel, volet Sénégal. Il est financé autour de 7 milliards de francs CFA. Moussa Mané. Promouvoir l'accès équitable aux médicaments et vaccins de qualité Karangé Garabi, c'est tout le sens du premier financement accordé au Sénégal par le Royaume de Belgique. Il entre dans le 4e pilier du programme de coopération bilatérale 2019-2024. Celle-ci vise à appuyer le développement d'un écosystème pharmaceutique via 3 axes. Tout d'abord, le renforcement du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour une meilleure coordination de la mise en œuvre du plan de relance de l'industrie pharmaceutique.
Deuxièmement, l'appui à l'autorité sénégalaise de réglementation pharmaceutique pour l'atteinte du niveau de maturité 3 requis par l'Organisation mondiale de la santé pour la libération des produits pharmaceutiques. Et 3, le renforcement des compétences et l'appui en expertise du ministère de la Santé et de l'Action sociale et la nouvelle agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Ce programme, qui porte sur un montant de 4 millions d'euros, soit environ 2,6 milliards de francs CFA, est très important vu son alignement à notre objectif de souveraineté pharmaceutique qui vise l'autonomie en matière de production de médicaments, de vaccins et de produits médicaux de qualité. Cet objectif de souveraineté pharmaceutique est en bonne marche, avec toutes les initiatives en cours relatives notamment à la relance de l'industrie pharmaceutique soutenue par la Belgique. Quant au deuxième accord de financement, il porte sur le portefeuille thématique Climat Sahel, volet Sénégal. Son objectif est d'améliorer la gestion des ressources naturelles et la restauration des écosystèmes naturels. Il va appuyer les efforts du pays dans le cadre de la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Les résultats tourneront autour 1. de l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles via la planification participative et inclusive de l'utilisation des terres et de l'eau. 2. Le renforcement de la résilience des écosystèmes via un engagement accru de la part des acteurs locaux dans la restauration des terres dégradées et la gestion durable des écosystèmes. 3. Le renforcement de la résilience socio-économique des populations vulnérables par le biais de l'adoption, par les acteurs locaux, des pratiques agroécologiques et des systèmes agro-silvopastoraux durables et résilients au changement climatique. Je voudrais exprimer tout le plaisir de notre pays à bénéficier, avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de ce programme qui porte sur un montant de 50 millions d'euros, soit 33 milliards de francs CFA. Et je précise, c'est un financement en dons, donc non remboursable. Dans cette enveloppe, un montant de 11,5 millions d'euros, soit environ 7,5 milliards de francs CFA, est alloué au Sénégal. Avec ce financement, le Sénégal fait un grand pas en avant en vue d'atteindre la souveraineté dans les biens médicaux. Une orientation majeure du chef de l'État à travers le projet Dakar Medical City du plan Sénégal émergent. Du matériel estimé à 150 millions de francs CFA au profit des femmes et des jeunes de Wakhinane Nimzatt, un financement du Promise, le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Plus de 100 bénéficiaires ont reçu leur crédit à la mairie de la commune en présence du maire Racine Talla Fantabachi. Ce matériel divers est destiné à ces femmes et ces jeunes de Wakhinane Nimzatt, une commune connue pour le dynamisme de ses habitants. Ici, l'entrepreneuriat est une réalité et c'est ce qu'a compris le Promise. Le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal n'a pas tardé à satisfaire la demande des porteurs de projets. Aujourd'hui, au niveau de Wakhinane, nous leur proposons des congélateurs qui nous ont fait la demande pour des congélateurs. Nous leur proposons des machines à coudre parce qu'il y a des tailleurs qui ont fait la demande. Nous leur proposons aujourd'hui des tricycles parce que des jeunes nous ont fait la demande. Mais également, nous leur proposons des Jakarta parce que l'activité Tchak-Tchak, c'est une activité qui marche aussi ici à Wakhinane. Cette fois-ci, le Promise est venu avec une approche intégrée. Il s'agit de mettre à contribution des partenaires pour la formation et l'accompagnement des bénéficiaires. Nous sommes venus avec Sedima, justement, pour montrer aujourd'hui la dynamique. Il ne s'agit plus de donner des financements aux bénéficiaires tout court, mais il s'agit de donner des financements et d'encadrer le bénéficiaire. Les congélateurs, plus du poulet, avec Sedima. Et c'est le modèle qu'on vient aujourd'hui proposer aux populations de Wakhinane. Pour cette première phase, ils sont une centaine de bénéficiaires à recevoir leur crédit. Le congélateur que j'ai reçu arrive à point nommé, surtout en cette veille de Korité. J'attends de recevoir mon stock de poulet de la Sedima et je pourrai aussi vendre du jus et autres. Parce que nous sommes des femmes de développement. J'ai bénéficié d'une moto Jakarta. Je vais rapidement faire tout le nécessaire pour commencer à travailler afin de subvenir aux besoins de ma famille. Ensuite, épargner et commencer le remboursement.
man nag dama leen di woo pour nañu góorgóorlu jéem a dem fay ji seen moto pour mën a amaat ñeneen ñi suñ yeneen ndaw yi amagul mën a am. Séance tenante, beaucoup d'engagements sont pris pour garantir la durabilité des projets. Nous sommes pour le développement local. Et qui dit développement local dit mobilisation de tous les acteurs qui rentrent dans le développement local, notamment les institutions de microfinance. Il faut qu'ils soient à côté des populations. Comme ça, les populations peuvent librement y aller. L'accès va être facile. Mais également l'utilisation courante, mais surtout le fait d'être vraiment accompagné par ces mutuelles, par les populations. Il s'agit effectivement de rendre plus proches les institutions de microfinance. Aujourd'hui, Evifam qui travaille avec Promise doit avoir une cellule à Guédiawaye, doit avoir un bureau à Guédiawaye parce que ce qu'il faut dire, c'est que les remboursements, les prêts, c'est entre les populations et Evifam. Donc il faut que l'argent généré ou les intérêts ou en tout cas les bénéfices puissent aussi profiter à l'économie locale. Et je pense que cela va de la formation au financement. C'est pourquoi le partenariat 3FPT, commune de Wakhinane plus Promise, et demain avec la DER, je pense que ça va être très bénéfique pour les populations et aussi c'est un modèle de rationalisation des interventions de l'État. C'est parti pour un long compagnonnage. Wakhinane Nimzatt, Promise, 3FPT et Sedima, une entente qui dépend fortement de la capacité des bénéficiaires à rembourser les crédits. Et cette signature de convention entre Sénélec et Lamont, c'est dans le cadre du projet de fourniture, de transport, de construction de lignes électriques. Les deux structures sont unies pour l'accès universel à l'électricité d'ici 2025. Un financement de $900 000 américains qui permettra d'atteindre les objectifs du plan local électrification à Wendiaï. Les partenaires américains de la Sénélec ont encore montré les solides relations économiques entre le Sénégal et les États-Unis, aussi bien dans le secteur public que privé. Un investissement de $900 000 américains. La fourniture, le transport, la construction de lignes et l'électrification de localités entrent dans le cadre de l'accès universel à l'électricité. 500 localités seront concernées, couvrant une population de 350 000 habitants et 37 000 clients ruraux à raccorder. C'est le lieu de souligner le travail remarquable que le ministère du pétrole et des énergies ainsi que le ministère de l'économie, du plan et de la coopération ont abattu durant tout ce temps-là. Sénélec, Weldy Lamont, l'agence américaine pour le commerce et le développement, l'Exim Bank US, ont mis en place ce projet structuré selon les orientations du président de la République, Macky Sall. Ensemble, Weldy Lamont et Sénélec fourniront une électricité fiable aux populations des zones rurales, ce qui va transformer de manière positive la vie de nombreux citoyens sénégalais. L'accès universel à l'électricité est un projet important, une stratégie entrepreneuriale pour les 5 prochaines années. Toutes les mesures seront prises pour assurer un déroulement sans faute de cet important projet qui entre en droite ligne de la stratégie entrepreneuriale pour les 5 prochaines années. L'ambition nationale de couvrir l'ensemble du territoire en électricité est une des préoccupations majeures du gouvernement du Sénégal. L'accès universel à l'électricité va répondre aux attentes des populations périurbaines et rurales. Le Sénégal a levé avec succès un sukuk record de 330 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal a agi à travers la SOGEPA, la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti. Avec ces fonds, l'État du Sénégal compte valoriser son patrimoine bâti en devenant, par exemple, propriétaire des sphères ministérielles et non plus simple locataire. Nous reviendrons sur cette opération historique dans nos prochaines éditions. Le Sénégal a pris la ferme décision de réduire progressivement ses importations qui dépassent les 4 000 milliards de francs CFA. L'idée est de créer les conditions de produire localement les biens les plus consommés. La stratégie s'appelle import-substitution. Quelques 100 produits ont déjà été identifiés. Le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent élabore la feuille de mise en route sur un phasage. Nous en parlons dans le grand format économie avec Aramda. Les alertes d'une vie chère sont quasi quotidiennes.
Si ce n'est pas le Covid, c'est la guerre en Ukraine qui fait augmenter les prix partout dans le monde. Ce n'est pas demain, la veille d'un retour à la normale, semble dire le FMI et la Banque mondiale qui multiplient les alertes. Ces chocs donnent au Sénégal une raison de plus d'asseoir sa souveraineté. Et voici une stratégie qui pourrait constituer le salut, l'import-substitution. Littéralement, import-substitution, c'est substituer les importations du Sénégal par de la production locale. Comment on fait pour arrêter d'importer un certain nombre de produits en les substituant par de la production locale? C'est ça un peu le concept d'import-substitution, qui est un concept économique consacré, pratiqué depuis de nombreuses décennies. La nouveauté, c'est l'approche que nous avons développée dans le cadre de cette étude. La nouveauté, c'est une démarche pragmatique et ciblée, cartographier les produits les plus importés et se poser les bonnes questions. D'abord, le potentiel de marché. Est-ce qu'il y a une demande à la fois au Sénégal et dans la sous-région sur chaque produit? Est-ce que le Sénégal a l'accessibilité technologique et la compétence pour produire ces produits? Et est-ce que ces produits correspondent à nos priorités sectorielles du moment? Et sur la base de ces trois critères, justement, le processus a permis d'identifier une liste de 100 produits. Ce qui domine dans le panier, c'est d'abord les produits céréaliers. Ils sont une soixantaine sur les 100 produits que nous avons identifiés. Nous avons le blé, nous avons le lait naturellement. Le blé, aujourd'hui, au Sénégal, on importe pour 100 milliards de blé. Et dans ce cadre-là, il faut rappeler que ISRA a fait un travail important qui permet d'identifier 8 variétés de blé qui peuvent être cultivées au Sénégal. Parce qu'à chaque fois, la question, c'est ça. Est-ce qu'on peut cultiver, par exemple, le blé au Sénégal? Oui, ISRA a déjà répondu à la question. Et si on arrivait à le faire et en supprimant les importations, on réduirait nos importations pour ces 60 produits-là seulement de près de 15%. L'enjeu est à ce niveau. 4 229 milliards de francs CFA d'importation en 2019, un déficit de 2 244 milliards et une souveraineté mise à rude épreuve. Le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, commanditaire de l'étude, a eu un sursaut. Le BOSS, dans le cadre de ses missions d'aide à la décision, mais aussi qui l'autorise à donner une feuille de route à l'ensemble des ministères sectoriels pour pouvoir en fait opérationnaliser le PSE. Nous avons lancé cette étude et cette étude a été très bien accueillie. Elle a été présentée au chef de l'État en Conseil des ministres. Le président de la République a donné des instructions fermes à l'ensemble des ministères sectoriels concernés, notamment le ministère de l'économie, le ministère des finances, du commerce, l'énergie, l'agriculture, pour que cette feuille de route-là soit opérationnalisée. La stratégie de l'import-substitution cadre avec les objectifs du PAP 2A. Le ministère de l'économie mesure bien la cohérence. C'est important parce qu'il est crucial pour nous de réduire en fait le déficit de la balance commerciale d'une part, mais d'autre part surtout de créer de l'activité économique ici au Sénégal pour générer plus d'emplois pour les Sénégalaises et les Sénégalais, en particulier donc pour les jeunes et les femmes. Pour avoir plus d'activité économique, il faut consommer ce que nous produisons. Il faut produire pour notre propre consommation, mais également produire pour exporter. Sur les 100 produits identifiés, l'étude recommande une liste à prioriser dans un premier temps. Par exemple, une liste de 5 ou 10 produits. Nous pensons au blé, nous pensons aux médicaments, nous pensons aux produits laitiers, nous pensons à un certain nombre de produits pour lesquels les 3 exigences que j'ai évoquées tout à l'heure, le potentiel de marché, l'accessibilité technologique et l'alignement stratégique sont déjà réunis. Nous avons suivi les responsabilités, mis en place un mode de gouvernance de l'ensemble de cette feuille de route qui sera coordonné par le ministère de l'économie avec l'implication du ministère des Finances, de l'énergie, de l'agriculture, du commerce et du BOSS. Et nous allons mettre en place un cadre incitatif et réglementaire pour permettre au secteur privé national de pouvoir investir dans ces 5 filières, dans ces 10 filières identifiées dans un premier temps. La mobilisation devra être générale pour relever le défi. Le ministère de l'économie compte agir à plusieurs niveaux. D'abord en travaillant avec le BOSS pour coordonner l'étude, mobiliser des ressources pour pouvoir financer des chaînes de valeur qui seront identifiés. Nous avons déjà identifié une dizaine de produits et il faut une stratégie maintenant pour
structurer des projets autour de ces produits, les présenter aux investisseurs nationaux et internationaux. Un fait corrobore à lui seul l'urgence de lutter contre la dépendance alimentaire. 50% du blé importé au Sénégal provient de la Russie, pays en situation de conflit. Les effets se font déjà sentir car l'Ukraine est aussi un autre fournisseur du Sénégal. Et vous verrez dans la deuxième partie de ce grand format que le secteur privé, les partenaires techniques et financiers sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de l'import-substitution. C'est à suivre jeudi prochain. Le ministre de la Jeunesse était en tournée à Kaolack pour inaugurer la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Il a également visité les chantiers de Fatick. Ces infrastructures entrent dans le cadre de la mise en œuvre d'un ambitieux projet déroulé par l'État du Sénégal en partenariat avec la coopération belge. Claire Diop. Le centre conseil pour adolescents de Kaolack entièrement rénové et réceptionné par le ministère de tutelle. La réalisation va permettre d'accomplir pleinement la mission d'accueil, d'écoute et de prise en charge psychosociale des adolescents et des jeunes, notamment en ce qui concerne la santé de la reproduction. Les questions liées à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes demeurent au cœur des préoccupations de l'État du Sénégal. Cette priorité du gouvernement se reflète clairement dans la référence aux dividendes démographiques dans le plan Sénégal émergent comme dans le PSE Priorité Jeunesse et qui illustre la ferme volonté de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall de répondre aux besoins et aspirations des adolescents et des jeunes. Selon l'enquête démographique et de santé de 2017 de l'ANSD, au Sénégal, près de 54% de la population a moins de 20 ans. Les 23% de cette tranche d'âge sont des adolescents âgés de 10 à 19 ans. Il nous incombe, en tant que bénéficiaires des services du Centre Conseil Ado, de veiller à l'utilisation optimale des équipements et matériels mis à notre disposition. Nous encourageons vivement la poursuite de ce partenariat à travers la mise en œuvre de plans d'action pour renforcer l'animation du Centre Conseil Ado. Une enveloppe de 104 millions de francs CFA a été dégagée par Enabel, agence belge de développement, pour réhabiliter le centre. Au-delà des locaux, l'aménagement des espaces verts, l'équipement et le mobilier sont aussi disponibles. La réhabilitation et l'équipement du CCA à Kaolack contribuera, nous sommes sûrs, à redynamiser l'utilisation des services pour une meilleure santé reproductive par cette frange de la population qui représente pas seulement le futur du Sénégal, mais surtout le présent. Vous en êtes la preuve. Après Kaolack, cap sur Fatick ici, le ministre Néné Fatoumata Tall est venu constater de visu l'état d'avancement du projet de construction de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Le taux d'exécution est évalué à 20% de remblai. Nous avons constaté sur place un niveau d'exécution très faible des travaux. J'ai exhorté l'entreprise à mettre les bouchées doubles pour permettre au ministère de la Jeunesse et à la jeunesse du département de Fatick de réceptionner l'infrastructure à date échue. Et pourtant, à Fatick, les travaux avaient été lancés au mois d'octobre 2021. La réception du chantier est prévue pour juin 2022. Le retard constaté est déploré par la tutelle. Les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté se veulent des cadres d'épanouissement socio-économique avec toutes les commodités requises. Salle de formation, terrain multifonctionnel, auditorium, amphithéâtre, entre autres. Tout un dispositif qui permettra de mieux prendre en charge les besoins spécifiques des jeunes. C'est la première grande mosquée de Dakar, construite en 1884. Elle a vu passer plusieurs générations d'imams. Il s'agit de la mosquée de la rue Blanchot, en plein cœur de la capitale. Allons à la découverte de la plus ancienne grande mosquée de Dakar avec Koumbaya Hademar. Le bloc d'immeubles qui l'entoure ne l'empêche pas de pointer ses minarets vers le ciel. La première grande mosquée de Dakar est bien nichée à la rue Carnot, angle Moussé Diop, ex-Blanchot. C'est la vieille grande mosquée de Dakar parce que c'est la première, la plus ancienne de Dakar. Ouais. Alors donc,
a été construit en 1884. Pour en savoir plus sur la construction de ce vieux lieu de culte, direction la rue de Djonk, chez El Hadj Babacar Tall, gestionnaire de cette grande mosquée. La mosquée a été construite dans le budget colonial. Je ne pense pas que... Peut-être que Faidherbe, à l'époque, qui était administrateur des colonies, a pris son architecte à lui-même qui est venu à construire la mosquée. Mais il a mis même des cloches, 3 ou 4 cloches à l'époque, des montres, enfin plusieurs montres, de grandes montres, des horloges, qui sonnaient l'heure de la prière, mais les imams l'ont supprimé. Enfin, ils ne l'ont pas enlevé, mais ils l'ont supprimé. Voilà à quoi ressemblait l'édifice religieux en 1884, mais aujourd'hui, elle affiche un tout autre visage lié aux extensions qui ont été faites. À l'époque, c'était une mosquée, pas une très grande mosquée comme elle est aujourd'hui. Il y avait même des familles qui habitaient du côté de la rue Félix-Faure, angle rue Carnot. C'est exactement la même. Mais vous avez vu, on a tout construit. La grande mosquée, elle est à l'intérieur. Mais maintenant, avec la démographie, avec la population qui vient et tout ça là, on a été obligé d'augmenter le périmètre d'abord, ensuite de faire des extensions en premier et en deuxième étage. Et tout ça, c'est une extension qui a été faite par Feu Djilimbey. En 132 ans d'existence, plusieurs imams se sont succédés. Moutoufa Diop, Alassane Ndoye ou encore Amadou Lamine Diène ont eu à diriger les prières de vendredi ici. Les prières de vendredi sont spécialement faites ici. Alors, quand il s'agit des prières de Eid, qu'on appelle Tabassi ou Korité, ces prières-là, en général, on le faisait là où il y a le parc municipal de sport et là où est implantée la grande mosquée de Dakar. Et ensuite, maintenant, il fallait nécessairement qu'on ait une autre grande mosquée, ce qui a amené nos anciens, nos aïeux, à demander à ce qu'on fasse la grande mosquée qui est là-bas. C'est ainsi que l'imam Ratib de Dakar a été transféré à la nouvelle grande mosquée en 1964, mais la vieille mosquée continue à recevoir du monde tous les vendredis pour la prière, tout en gardant son architecture d'antan, car elle est classée patrimoine national. La mosquée de la rue Blanchot a complètement changé de décor après des travaux de rénovation engagés dans le cadre du vaste chantier de modernisation des cités religieuses. Du rez-de-chaussée au 2e étage, vous allez voir des installations de dernière génération pour assurer tout le confort qu'il faut aux fidèles. Le chef de l'État va d'ailleurs prendre part à la prière du dernier vendredi du mois béni de Ramadan. Mais en attendant, suivons la visite guidée signée Abasso. La mosquée Blanchot a complètement fait sa vie. C'est grâce au programme de modernisation des cités religieuses. C'est la volonté du chef de l'État qui a donné des instructions à Mme Diouf, notre directrice qui est architecte, donc qui a un peu voyagé et qui a vu un peu aussi les mosquées qui sont construites au niveau des pays du Golfe et des pays maghrébins. Donc on a voulu s'inspirer et demander conseil aussi pour en fait doter de nos infrastructures là les matériaux les plus modernes. Donc les moquettes aussi, ça a été commandé, donc je pense au Maroc. Et vous voyez, c'est des moquettes de première qualité, parce qu'on s'est dit que, en fait, comme l'édifice là a quand même une histoire, donc je pense aujourd'hui on parle de modernisation, donc le président n'a pas voulu qu'on hésite sur les moyens pour en fait mettre des moquettes aujourd'hui qui vont durer le plus longtemps possible. Donc donner aussi les fidèles aussi un confort. Et vous avez vu qu'on a climatisé tous les lustres que vous voyez, ça a été commandé. Les travaux avaient commencé en 2018. 4 ans après, le résultat est visible partout. Au rez-de-chaussée, tout est mis en œuvre pour assurer confort, sécurité aux fidèles musulmans. Au premier niveau et au second niveau, les aménagements ont permis de doubler la capacité d'accueil. C'est une mosquée qui avait une capacité d'accueil de 2600, 2500, 2600 fidèles. Aujourd'hui, presque la capacité d'accueil a été doublée. Parce que vous savez, c'est un monument classé, patrimoine de l'UNESCO, donc qui a été bâti, la première mosquée que vous voyez ici, c'était la mosquée d'origine.
qui est aujourd'hui classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a été bâti en 1907. Et je pense qu'il y a eu une première extension qui a été faite en 1914. Et l'extension qui est arrivée jusqu'à la rue Blanchot, je pense que ça a été fait entre 1930 et 1938. Donc aujourd'hui, je vous dis que c'est une mosquée qui est vieille de plus de 80 ans et qu'aujourd'hui, nous avons rénové entièrement l'édifice et nous avons rajouté un étage avec une terrasse accessible qui fait 900 mètres carrés, qui fait qu'aujourd'hui, la capacité d'accueil a été doublée. De la sonorisation aux espaces de l'imam, en passant par les installations de sécurité et les issues de secours, un tout qui prouve la qualité des investissements. J'effectuais mes prières ici et j'atteste de la qualité des travaux. Et c'est très joli. J'avoue que je suis très heureux, très content même. Demain, dernier vendredi du mois béni de Ramadan, parmi les musulmans qui vont effectuer la prière ici dans cette mosquée, le président de la République, Macky Sall, à l'heure de l'appel du muezzin, tous vont raffermir leur lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. À présent, je vous propose de découvrir un clip sur la mosquée de la rue Blanchot rénovée. Suivez plutôt. Des images de la mosquée de la rue Blanchot rénovée. Je rappelle que le chef de l'État, le président Macky Sall, va prendre part à la prière du dernier vendredi du mois béni de Ramadan à la mosquée de la rue Blanchot. Touba va abriter une plateforme industrielle, un projet de 60 milliards de francs CFA sur 100 hectares. Le directeur général de l'APROSI et les autorités locales ont visité les sites retenus. Fatoumata Savane. 100 hectares pour abriter la future plateforme industrielle de Touba. La ville sainte a une économie très dynamique. Cette visite de site à Diourbel de la délégation de l'APROSI est l'acte 1 de ce grand projet financé à hauteur de 60 milliards. Touba, avec ce qui se passe aujourd'hui, est un poumon économique avec une industrie assez forte et avec beaucoup d'acteurs. C'est pourquoi nous sommes venus ici rencontrer l'ensemble des autorités. Aussi insister sur le fait que c'est une nécessité aujourd'hui d'aller vite parce que Touba est en train d'étouffer avec des industries qui sont incongrues avec bien sûr les habitations qu'il faudra les faire sortir. Et la solution, comme je disais, du domaine industriel est là, se présente. Mais également, Touba a besoin, disons, d'exprimer toute sa vigueur économique à travers une plateforme industrielle. 60 milliards, hein, c'est le coût du projet dans une première phase. Hein, et donc, c'est quasiment bouclé. Certains sites concernés par le projet sont momentanément occupés, mais les autorités et les partenaires restent optimistes pour le démarrage des travaux. La première zone qui était indiquée pour être la zone industrielle, qui se trouve à Gabou, qui est occupée partiellement, mais nous avons trouvé une solution
de faire de sorte à ce que cette zone puisse être un domaine industriel. Pour la partie non occupée, c'est vrai, il y a beaucoup d'occupations, mais c'est l'idée première de l'autorité religieuse et nous avons préparé quelque chose pour ériger un domaine industriel sur ce site-là. Nous avons visité 2 sites. Nous sommes aujourd'hui à Dalagabo. Nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés parce que le site en question, on a eu à noter quelques tergiversations parce qu'on ne sait pas si c'est dans la commune de Touba, dans la commune justement de Dalangabo, mais avec l'appui des services techniques, mais également de l'ANA surtout. Donc nous comptons un peu régler ce petit problème-là pour qu'on puisse savoir effectivement la zone ou l'assiette foncière dans quelle commune elle se trouve pour pouvoir effectivement démarrer ce projet-là. La plateforme industrielle de Touba va permettre à tous les acteurs de l'économie de la région de mieux vulgariser leurs produits et industries dans un environnement adéquat. Promoged lance un projet de 206 milliards de francs CFA destiné à 7 régions, dont celle de Saint-Louis. Une cinquantaine d'infrastructures est prévue dans la région pour une trentaine de milliards de francs CFA. Le gouverneur de région a installé le comité régional en présence des autorités administratives, des services déconcentrés de l'État et des maires des communes bénéficiaires. Diana Badia. Saint-Louis figure parmi les 7 régions intégrées dans la première phase du Promoged. Le gouverneur a procédé à l'installation du comité technique régional. C'est un projet d'envergure en matière de gestion des déchets solides. Un financement global de 206 milliards, dont à peu près 30 milliards vont revenir à la région de Saint-Louis, ce qui est quand même une première. Donc ceci traduit quand même la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'impulser une dynamique Sénégal zéro déchet. Saint-Louis va accueillir au minimum 50 infrastructures, dont 2 centres intégrés de valorisation des déchets, un centre de tri et de transfert et le reste en point de regroupement normalisé. La région occupe ainsi une bonne place dans le projet au regard de son potentiel socio-économique, culturel et touristique. Pour la première intervention, une trentaine de communes de la région sont concernées. Le succès du projet passe essentiellement par l'intercommunalité. La gestion des déchets a toujours constitué donc, une préoccupation majeure. Donc c'est à bras ouverts donc, que nous accueillons donc, cette initiative. Et en tant que maire, encore une fois, nous sommes disposés donc, à accompagner ce projet en mettant à disposition, comme ils l'ont dit, les sites de regroupement, mais aussi en mettant à disposition donc, le personnel nécessaire pour l'exécution de ce programme. Au-delà des communes, le projet prend en compte tous les segments de la société par la formation et la sensibilisation pour une gestion durable des déchets. À Saint-Louis, le coup d'envoi est donné. Il s'agit véritablement d'un projet intégré qui part de la base au sommet avec comme échéance 2026, éventuellement 2025, même si tout se passe très bien, mais avec également une finalité qui permettra de pouvoir pérenniser les acquis. On demandera même aux collectivités territoriales de désigner des points focaux qui seront tout au long du projet les répondants dans le cadre d'une gestion inclusive pour qu'à l'issue du déroulement de ce projet, ces points focaux-là puissent être capacités et devenir à la limite, dans une certaine mesure, des experts locaux en matière de gestion des déchets solides. Donc véritablement, il y a lieu de se satisfaire. C'est pourquoi instruction a été donnée aux différents préfets et sous-préfets. À travers ce projet, l'État a décidé de s'impliquer davantage dans un secteur géré jusqu'ici par les communes. Ces dernières peinent à résoudre le problème malgré l'intervention des pouvoirs publics par le biais de l'unité de coordination de gestion des ordures, UCG. Le Promoged qui lance un projet de 206 milliards pour cette région du Sénégal. Le Conseil national des aînés du Sénégal a reçu de l'ambassade de Turquie des kits alimentaires. Ils seront redistribués aux ménages les plus vulnérables. Le reportage de Ndeye Koumbayaye. Cette remise symbolique de kits alimentaires en faveur des personnes du troisième âge est une initiative de l'ambassadeur de Turquie. À travers ce don, il entend soutenir des ménages en cette période de Ramadan. J'ai réparti les kits de Ramadan, entre autres, à certaines régions, mais aussi au département de Dakar. Vous savez que le Conseil national des aînés est structuré et à Dakar avec un président régional, des présidents départementaux, tout comme ça se passe dans toutes les autres régions du Sénégal. C'est un geste symbolique, mais grand et bien accueilli aujourd'hui par le Conseil. Et nous avons besoin
d'une continuité dans le partenariat qu'on a désormais tissé avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur et par ailleurs 2 autres ambassades comme la Palestine, puis il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a l'Arabie Saoudite et il y a entre autres. Les présidents du conseil départemental ont salué ce geste de haute portée. Simplement de pouvoir magnifier le geste. Effectivement, même si c'est à titre symbolique, quand même, bon, il n'en demeure pas moins que le geste doit être magnifié. La répartition ne sera pas facile, mais heureusement que l'on a mis l'accent sur le symbolisme. Parce que comme le disent le Wolof la xëy na dara du doy wante geste bi moo ci ëpp solo. Et nous allons faire en sorte aujourd'hui que les personnes qui relèvent de notre département qui sont les plus nécessiteuses et que ce soit effectivement ce qui est là leur soit réservé. Auparavant, la représentante du ministère de la Santé et de l'Action sociale a salué cette action de solidarité au profit du troisième âge. Saint-Louis présente une belle production d'oignons et de pommes de terre. Le marché régional est alors bien approvisionné. Commerçants et consommateurs y trouvent leur compte. Le reportage de Diana Badia. À quelques jours de la fête de la Korité, l'oignon et la pomme de terre sont disponibles. Le marché sort en est bien fourni à des prix accessibles. En détail, l'oignon se vend à 250 francs. En gros, le kilo se négocie entre 200 et 175 francs. En ce qui concerne la pomme de terre, le kilo coûte 400 francs et le sac de 25 kilos est à 8 000 francs. Pour l'oignon, la qualité est bonne cette année. On ne peut que s'en féliciter parce que nous n'avons pas du mal à le vendre. Le marché est déjà bien animé. Difficile de se frayer un chemin entre marchands ambulants, automobilistes et clients. Ces derniers se félicitent des prix. Je trouve que les prix de l'oignon et de la pomme de terre sont abordables. Je viens d'acheter en gros. Pour la pomme de terre, le kilo me revient à 375 francs. L'oignon à 200 francs le kilo. Pour l'oignon et la pomme de terre, on ne se plaint pas cette année. Par le passé, il arrivait que l'on en trouve difficilement sur le marché et parfois à des prix élevés. Cette situation s'explique par le fait que la pomme de terre et l'oignon sont produits dans la région en grande quantité. L'oignon et la pomme de terre sont cultivés dans la zone. Ils proviennent des villages environnants. Nous les achetons auprès de grands producteurs et de petits producteurs. Ils ont tous récolté actuellement. Les commerçants occupent déjà tout le marché. Cependant, les clients viennent pour le moment petit à petit. Ils sont attendus en masse au dernier jour du Ramadan. Sport, plus de 100 millions de francs CFA pour accompagner les Lions malentendants à la Coupe du monde de football. Une délégation de 33 personnes va représenter le Sénégal. Issa Tall et ses coéquipiers ont reçu l'emblème des mains du ministre des Sports. La cérémonie s'est déroulée quelques heures avant leur départ pour le Brésil. François Sec. Issa Tall, capitaine de l'équipe nationale des malentendants, reçoit le drapeau national, symbole d'unité autour duquel tous les joueurs doivent se retrouver pour aller le plus loin dans cette compétition. Vous représenterez le continent africain et dans ce cadre, il me revient au nom du président de la République, conformément à l'usage, de vous remettre ce matin le drapeau national en guise de viatique et d'encouragement. Je vous exhorte à faire preuve de courage, de combativité, d'encouragement, mais aussi de fair play. Allez jusqu'au bout de cette compétition. L'État sera toujours avec vous. Au Brésil, les Sénégalais resteront certainement ici. Nos prières vont vous accompagner, mais l'engagement du peuple sénégalais aussi ne fera jamais défaut. Plus de 100 millions de francs CFA ont été mobilisés pour mettre l'équipe dans des conditions de performance. Une prise en charge appréciée par les acteurs du handisport. Aujourd'hui, tout est pris en charge du début à la fin, mais nous sommes tout ce qui est fait aujourd'hui est le résultat d'une volonté farouche du ministre Matarba. Soyez notre interprète auprès de M. le Président de la République. Pour ne pas voir de l'acte que vous posez aujourd'hui traduit autre chose.
Je voudrais dire tout le plaisir que nous avons d'être là aujourd'hui, comme toujours d'être à côté du ministre des Sports, notre ministre, pour cette importante cérémonie. Les Lions du Sénégal comptent faire de leur handicap une force pour rugir au Brésil devant la Grèce, le Mexique, la Pologne et l'Ouzbékistan, équipe de la poule D. On est tous avec les Lions malentendants qui participent au Mondial Brésil 2022. La communauté musulmane a entamé les 10 derniers jours du Ramadan, parmi lesquels se trouve la Nuit du Destin. Quand est-elle célébrée? Quelles sont les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui? Quelle rétribution attendre? Élément de réponse avec François Sec. Elle est célébrée chaque année, les 10 derniers jours impairs du mois de Ramadan. La nuit du destin est bénie pour les musulmans. C'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala programme tout ce qu'il va passer pour l'année prochaine. Les naissances, les décès, les mariages. C'est pour cela qu'on l'appelle la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadri, et sur une autre verset il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Donc la nuit du destin, c'est la révélation du Coran sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 versets de la sourate Al-Qadr sont consacrés à cette nuit. Le Laylatul Qadr, considéré comme le fondement de la révélation islamique, a une base savante et chiffrée. Parmi les savants musulmans, il y a certains qui disent que c'est la nuit du 27. Parce que si on décortique le mot Laylatul Qadr et si on fait le calcul, on trouve que Laylatul Qadr se compose par 9 lettres. Et ce mot, il a répété dans la sourate 3 fois. Et si on fait le calcul 9 fois 3, ça nous donne 27. Mais il est bien de noter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de le chercher dans les 10 dernières nuits, surtout les nuits impaires. Si quelqu'un te donne un coffre et te dit il y a 10 clés, parmi ces 10 clés, il y a une clé qui va ouvrir le coffre. Je pense que tu ne prends pas une seule clé, tu vas essayer les 10 clés pour que tu tombes sur la bonne clé. Entre prières nocturnes, lecture méditée du Saint-Coran, adoration et invocation, il est recommandé d'accomplir plusieurs prières surérogatoires. Surtout l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à notre mère Aïcha radiyallahu anha. Il faut répéter durant la nuit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ce que veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Cette date d'une portée spirituelle inestimable vaut celle de 1000 mois, soit plus de 83 ans. Si le musulman fait la prière de Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une récompense de quelqu'un qui a prié 83 ans et 4 mois et lui pardonnera tous ses péchés. La nuit du destin, meilleure nuit du mois de Ramadan, est une opportunité pour chaque musulman d'obtenir la rémission des péchés et espérer la miséricorde de Dieu. Sur l'international, le Burkina Faso et la Guinée ont demandé un nouveau délai pour présenter à la CEDEAO des délais pour un processus de transition et le retour des civils au pouvoir. Le délai initialement fixé était prévu le 25 avril, expiré sans que les deux parties ne donnent suite à la requête de la CEDEAO. Conflit en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU est arrivé à Kiev où il a été reçu par le président Zelensky en fin de journée. Le récit de Moussa Mané. Depuis Kiev, le secrétaire général de l'ONU a appelé Moscou à accepter de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale CPI sur de possibles crimes de guerre commis en Ukraine. Antonio Guterres s'exprimait ainsi lors d'une visite dans la banlieue de la capitale ukrainienne. Il s'est rendu à Boutcha et à Borodjanka, deux localités de la capitale où les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir massacré des civils durant l'occupation en mars avant de se retirer. Le 13 avril dernier, le procureur de la CPI, le Britannique Karim Khan, s'est rendu à Boutcha et avait qualifié l'Ukraine de scène de crime. Il a annoncé qu'une équipe médico-légale allait travailler à Boutcha. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé mercredi soir en Ukraine en provenance de Russie. À Moscou, il a rencontré le président russe Vladimir Poutine et a demandé à la Russie de collaborer avec l'ONU pour permettre l'évacuation des civils des zones bombardées,
notamment dans l'est et le sud de l'Ukraine où les forces russes concentrent leur offensive. En Afrique, le Burkina Faso et la Guinée ont demandé à leurs voisins ouest-africains un délai supplémentaire afin de présenter un calendrier pour la transition. Selon la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, cette demande intervient après l'expiration de l'ultimatum lundi dernier. Le pays des hommes intègres a souhaité disposer d'un délai supplémentaire par rapport à l'échéance du 25 avril fixée par les chefs d'État ouest-africains un mois auparavant, afin de poursuivre les consultations sur diverses questions selon la même source. De son côté, la Guinée a présenté les évolutions récentes concernant le processus de transition. Elle a souhaité également avoir davantage de temps par rapport à l'échéance du 25 avril afin de permettre la poursuite des consultations. La CEDEAO a annoncé qu'elle enverra des missions dans ces deux pays avant un prochain sommet des chefs d'État. Cependant, les dates ne sont pas encore précisées. La RTS, particulièrement la station régionale de Kaolack en deuil. Le chroniqueur religieux imam Mohamed Fadel Ndao de Kaolack est décédé ce jour des suites d'une courte maladie. Il animait l'émission Nafar chaque mercredi sur Radio Kaolack. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel s'inclinent devant la mémoire du défunt et présentent leurs condoléances à sa famille. Paix à son âme. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales. Je vous souhaite une excellente soirée.